Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir des amoureux de la lecture, en l'occurrence une amoureuse, voire une passionnée de lecture. Donc je me tourne et nous disons bonsoir à... Bonsoir, bonsoir Zouk TV, bonsoir au public de Zouk TV. Dont je fais partie. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Alors, je suis une amoureuse de la lecture et puis une écrivaine aussi. Tout à fait. Voilà. D'accord. Nous avons l'honneur. Alors, mon nom est Nadine Elzy. Je suis auteure. Je suis dramaturge, puisque j'écris des textes, le théâtre, et je les mets en scène. La dernière pièce que j'ai mise en scène s'appelle « Le Nabab de Saint-Pierre ». Donc vous imaginez bien que nous parlions de Saint-Pierre et que nous avons eu le plaisir et l'honneur de jouer sur les ruines du théâtre. D'accord. Madame Nelzy, sois la bienvenue sur le plateau de Zouk TV. Eh bien, je te remercie. Comme chaque après-midi, donc nous avons la possibilité de voyager dans l'espace, mais aussi voyager dans le temps, ce qui va nous amener à réfléchir à notre société du jour et peut-être nous remémorer des choses que nous aurions soit oubliées ou bien nous allons apprendre des choses que nous ne savions pas. Et Madame Nelzy, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter l'ouvrage qui s'appelle « Récits des îles d'hier ». Alors, sur le titre, les îles d'hier, je les ai vraiment mis en IS, LES, parce qu'il s'agit bien des îles d'hier, de la colonisation d'hier, des choses d'hier et de la société d'hier. Parce que Saint-Pierre, c'est bien cela. Saint-Pierre de la Martinique, c'est bien cela. Une ville qui a été découverte, qui s'est ouverte avec Bellone et Lambuc, qui a été la première ville coloniale de la France, et qu'elle a rayonné dans toutes les Antilles avec la Havane. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est très, très, très important à savoir. Alors, il me plaît de parler de Saint-Pierre, que j'ai découvert il y a, on va dire, une trentaine d'années, et qui m'a passionnée tout de suite. Ça m'a passionnée parce qu'elle est remplie d'histoire, parce qu'à chaque coin de rue de cette ville de Saint-Pierre, on croit voir des revenants. Alors, les gens aiment dire qu'elle est endormie. Elle n'est pas endormie pour tout le monde. Elle est endormie pour ceux qui n'y prêtent pas attention, mais c'est normal puisqu'ils vivent à l'intérieur, et que ce n'est pas leur ville. Parce que, bien entendu, tous les gens qui étaient dans cette ville avant 1902 ont disparu, on est d'accord. Il faut savoir, et ne pas oublier surtout, que à Saint-Pierre, il y avait 28 000 personnes. Oui. On aime à dire que 35 000 ont disparu. Alors, quand on parle de 35 000, je pense que l'on parle des alentours, alors, vers le nord, enfin vers Morne-Rouge, vers le Morne-Rouge, et un peu, pas beaucoup, pas trop vers le Carbet, mais vers la fin du littoral, beaucoup de gens ont disparu. Mais toujours est-il qu'il y avait des quartiers. Le quartier Foncoré, par exemple, était un quartier très, très riche où tout le monde a disparu. L'usine Guérin, tout le monde a disparu. Donc, quand aujourd'hui on parle de Saint-Pierre et qu'on parle de 8 000 habitants, ce n'est plus la même ville, ce n'est plus le même endroit exactement. Ça, c'est important de le savoir. Et ce qui me plaît de dire, c'est que, et ce qui serait intéressant aussi de faire savoir aux gens, que lorsqu'on découvre Saint-Pierre, on ne découvre pas une ville de folklore, une ville un peu ordinaire, c'est ça que je voulais vous dire. On découvre une vraie capitale, parce que Saint-Pierre a été vraiment une capitale.
petite question, mais comment est venue cette passion pour Saint-Pierre? Comment... Alors, c'est une passion qui m'est venue parce que je suis, malgré tout... alors, je suis née à la Martinique, j'ai passé mon enfance en France et j'habitais au cœur même de Paris, dans le 15e arrondissement. Et j'ai toujours aimé les villes, j'ai toujours adoré les villes. Et quand j'ai décidé de rentrer en Martinique, j'avais 30 ans, ça me dérangeait beaucoup que les gens regardent Fort-de-France seulement comme une petite ville de province et que Saint-Pierre n'existe même pas dans leur bouche, et même pas dans leur intérêt. Alors que, véritablement, ce n'est pas simplement pour le théâtre qu'elle a eu, que l'on dit qui ressemblait à celui de Bordeaux. Ce n'est pas simplement pour son port qui était exceptionnel, parce que le port de Saint-Pierre recevait 1001 personnes du monde entier. On a reçu à Saint-Pierre des gens que l'on n'ose pas, que personne n'ose imaginer aux Antilles, alors que tous ces gens-là sont passés par le port de Saint-Pierre. Ça, c'est très, très, très important. Alors, cette passion, c'est vrai qu'elle me vient d'abord par mes lectures, parce que j'aime lire et que j'ai adoré découvrir par les livres Saint-Pierre. J'ai adoré découvrir ce qu'elle retenait en elle, parce que, je vous dis encore une fois, elle est simplement, pour ceux qui ne la connaissent pas, et ceux qui n'y font pas attention, une ville comme cela, mais c'est pas du tout cela. Quand on prend la peine de chercher un petit peu, dès qu'on ouvre un petit peu le livre de Saint-Pierre, dès qu'on ouvre un petit peu les vérités de Saint-Pierre, on sent véritablement qu'il existe quelque chose que l'on doit savoir. Et surtout que les Antillais, que les Martiniquais doivent savoir. Et alors, il y a une chose qui a attiré mon attention dans ce que tu as dit. Donc, tu parles de... Il y a des choses, on ne fait pas attention sur Saint-Pierre. Oui. Est-ce qu'il s'agit... Tu fais allusion aux touristes qui visitent la Martinique et qui, bon, peut-être pensent naturellement, ils pensent Fort-de-France ou est-ce que tu penses les Martiniquais aussi Oui, je pense sincèrement que même les Martiniquais ne font pas attention aux richesses de Saint-Pierre. J'étais très, très, très surprise. Moi, j'habite au Carbet. J'étais très surprise quand j'ai pris une dame en stop et quand nous avons traversé la grande avenue la route principale du Carbet, elle m'a dit qu'elle ignorait que la mer était de l'autre côté, qu'elle ne savait pas. Et pourtant, elle traverse toujours. J'ai trouvé ça insensé, que l'on puisse avoir un regard aussi étroit, si vous voulez. Et quand on arrive à Saint-Pierre, on ne peut pas rester, on ne peut pas... On doit se demander, mais d'où viennent toutes ces choses? D'où viennent tout ce besoin d'exister? Parce que c'est ça, c'est ce que les héroïnes disent. Elles disent, nous voulons exister, même si nous n'existons plus, nous voulons quand même exister. Que ce soit dans les ruines des bas quartiers, ou que ce soit au quartier du Fort, qui était un lieu principal, ou que ce soit encore au centre même. La ville dit, nous voulons exister car nous existons et nous sommes. Et je trouve ça assez remarquable. Et c'est pour ça que dans mon ouvrage, j'ai à la fois j'ai fait une monographie de Saint-Pierre pour dire un peu son histoire, à la fois avec Belin des Lambucs, mais avec aussi avec l'Église, qui a voulu absolument que chacun reçoive un sacrement. Mais il y a aussi beaucoup de choses. Et puis il y a tout ce que les gens des Mornes qui sont descendus ont créé. Parce que les gens des Mornes, le créole, a vraiment existé à partir des habitations. C'est là qu'est né le créole, c'est là qu'est né ce monde noir
venant de tous les pays d'Afrique, hein, et ils ont dû apprendre à se connaître, apprendre à se parler, d'où le créole, hein, et apprendre à faire société. Plus les gens qui sont nés sur les habitations, les mulâtres qui sont nés sur les habitations, les nègres entre eux qui sont nés sur les habitations. Ils ont dû apprendre à faire peuple pour exister, ne serait-ce que pour exister. Et tous ces gens-là, ont créé quelque chose. Ils ont créé un tas de choses à Saint-Pierre, parce que c'était leur rêve de descendre dans la capitale. Ils n'avaient qu'un souhait de descendre dans la capitale. Et ceux qui n'ont pas pu le faire, ceux qui en 1902 ceux qui ne sont pas morts parce qu'ils étaient ailleurs, ils sont descendus en ville. Mais déjà, lorsque le sucre n'a plus été rentable et que les béquets ont jeté dehors tous les Noirs, tous les gens qui travaillaient et qui vivaient sur la plantation, les gens ont cherché à se loger. Et c'était Saint-Pierre. Vous pensez bien que du haut des habitations, il n'y avait que Saint-Pierre qui les regardait et qui faisait humanité. Donc c'est dans ce sens-là que je veux vous dire que c'est une ville importante et c'est une ville on ne peut pas rester indifférent à elle. On ne peut pas rester indifférent à elle. Et ce que j'aime à dire aussi, c'est que aujourd'hui, le tourisme a changé. Le tourisme du XXe siècle était celui des Américains, celui des Canadiens et celui de quelques Français occidentaux argentés qui pouvaient s'offrir ou l'avion au début ou le bateau. Et ils venaient, et ceux-là étaient instruits. Ils avaient regardé avant de partir la carte, ils avaient vu où se trouvait la Martinique, et ils étaient intéressés de cette île. Mais les gens du XXIe siècle, ceux qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui ont entendu parler de la Martinique, ils ont entendu parler de la Martinique, mais ils ne savent pas ce qu'est la Martinique. Ils ne savent même pas. Bon, on leur parle de la montagne Pelée. Ben oui, parce qu'il y a le volcan et qu'on ne peut pas le nier. Mais Saint-Pierre, ça ne leur parle pas. Et je trouve qu'il est bien d'avoir refait le musée, le musée comme on l'a fait, parce que il parle réellement, même s'il ne dit pas tout, il dit beaucoup de choses. Et il fait en sorte qu'on ait envie d'aller voir plus loin ce qui se passe, d'aller voir plus loin ce qui s'est passé. Moi, lorsque nous avons eu l'honneur avec ma troupe, c'est nous-mêmes théâtre, de jouer dans les ruines de Saint-Pierre. D'ailleurs, c'est un lieu absolument extraordinaire, hein. Pas seulement pour son acoustique, pas seulement pour ce lieu, mais c'est un lieu exceptionnel. Hein. C'est un lieu exceptionnel. Et enfin, à mon niveau et à mon niveau de théâtreuse, je trouve qu'il est dommage qu'on n'arrive pas à en faire quelque chose pour que des comédiens puissent s'exprimer dans ce lieu. Mais c'est un lieu exceptionnel pour cela. Et j'aime bien l'idée, lorsque les gens viennent, qu'ils essaient de comprendre ce qu'était la ville de Saint-Pierre, ce qu'elle retenait en elle. Et dans cet ouvrage, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, cet ouvrage, j'ai écrit 2 nouvelles. Le premier qui s'appelle Frédéric Bastille, mulâtre de la Révolution. Et le deuxième s'appelle Rose de la Roxelate. Le premier raconte l'histoire d'une habitation et la relation qu'un père et que son fils illégitime peut avoir. Et rien ne fait rien à l'amour. Le père s'est quand même pris d'affection pour ce fils illégitime. Et il le trouve tellement doué, bien qu'il soit métis, qu'il l'amène avec lui en France, à la Révolution française. Et en ce sens-là, si vous voulez, c'est assez extraordinaire. Alors, il y a 3 personnages. Il y a Frédéric Bastille, il y a Sada, et il y a le maître,
Arnaud de Lunéville. Et ces 3 personnes-là vont quitter l'habitation pour aller dans le cœur de Paris et vont découvrir de leurs yeux, de leur regard d'Ilien, d'insulaire, ce qu'est Paris et ce qu'est une révolution. Ce qu'est une révolution véritablement. L'Ada, c'était une Martiniquaise. Alors, l'Ada est une Martiniquaise. Elle n'a pas connu les duretés, les difficultés du bateau. Elle n'a pas connu les difficultés du bateau, mais elle n'a pas connu non plus la vie à fond de cale. Elle n'a pas connu la transportation. Elle n'a pas connu tout ça. Mais elle est sur l'habitation et on lui a donné à s'occuper de ce garçon qui ne peut pas être dans la maison des maîtres puisqu'il est mulâtre, qu'il est un enfant illégitime, mais qu'il ne veut pas qu'il soit dans la rue Cazenègre. D'accord. Donc, elle fait tout ce qu'elle peut pour le maintenir hors de l'eau, on va dire ça comme ça, mais elle lui donne cet amour quand même de la rue Cazenègre et il reçoit de la part de son père illégitime, l'éducation que reçoit un enfant de nanti. Et ça, c'est très très important. Je peux vous en lire un passage si vous le voulez bien. Avec plaisir. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que dit Maya, parce que Maya, c'est la Da. D'accord, oui. Très bien. Alors, ça fait bien longtemps déjà, 40 ans peut-être, Frédéric allait vers sa 18e année, et moi, sa Da, depuis toujours, je devais approcher mes 35 ans. Je dis sans doute car j'ai toujours ignoré mon âge. Comme certains esclaves de l'habitation, la montagne, je ne suis pas née au pied du volcan, mais en Afrique, pardon, vous voyez, je vous ai dit des sottises, alors que c'est moi qui l'ai écrit. Je ne suis pas née au pied du volcan, mais en Afrique. Je fais partie de ceux dont notre maître disait, je n'ai jamais su pourquoi, nous étions nés verts. Il est vrai que notre condition nous avait rendus résignés, sans aucune perspective de changement, ni la possibilité d'infléchir notre sort. Je vais vous lire un petit peu le rapport avec le fils. Alors, lorsque nous pénétrâmes dans le vaste bureau, une sorte d'angoisse dont je ne pouvais définir l'origine m'étreignit le cœur. On eût dit que cette convocation de notre maître était comme un commencement ou une fin. « Entrez !» lança le maître. « Et toi, Maya, ferme la porte derrière toi et prends un siège. » Fort mal à l'aise, j'obtempérais et je m'asseyais sur un tabouret face à notre maître qui affichait un faciès presque jovial, mais ses yeux d'un bleu glaçant laissaient percevoir la rudesse de son caractère. « Eh bien, Frédéric, toujours l'ami austère ?» dit-il à son fils. En dépit des signes que je adressais à mon garçon, celui-ci ne daigna pas répondre. « Au moins, progresses-tu dans tes études ?» demanda-t-il. Cette fois, Frédéric se sentit ému de répondre, ce qu'il fit avec une certaine mauvaise grâce. « Je vous suis très reconnaissant de m'avoir doté d'un précepteur, maître. Je travaille avec ardeur car je suis conscient de la rareté de ce privilège accordé à un esclave. T'ai-je souvent traité en esclave, mon garçon ? J'aurais souhaité que mes frères en servitude puissent disposer des mêmes avantages que moi. Frédéric, mon garçon, reprit calmement le béquet, peux-tu me dire ce que tu vois là-bas à l'est, par le jardin ? Je vois des champs de canne à sucre, je vois aussi des hommes noirs, à demi nus, qui travaillent sans relâche, coutelas au poing. Et qui sont ces ouvriers ? Questionna de Lunéville.
Ce sont des ouvriers, monsieur de Lunéville. Ce ne sont pas des ouvriers, monsieur de Lunéville. Ce sont vos esclaves. Et toi, Frédéric, as-tu déjà coupé la canne? Non, maître. Pourquoi, selon toi? Certains chiens ont le droit de rester au salon, d'autres errent sur les routes. Mais tous sont des chiens. C'est bien pour vous dire ce qui existe entre ce garçon que l'on a élevé sous les meilleurs auspices, mais qui n'oublie rien, qui sait qui il est, parce qu'il vit dans l'habitation. Ceci pour vous dire que l'habitation est un lieu qui transforme les gens. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé que... Souvent les gens l'oublient cela. Sur l'habitation, il n'y a pas une qualité de gens, il y a tous les gens. Il y a toutes les Afriques. Il y a tous les pays d'Afrique. Et il fallait qu'on arrive à s'entendre. Il fallait qu'on arrive à se comprendre. D'où le créole, criollo en espagnol, qui devait être une sous-langue qui permettait aux nègres de se comprendre, mais pas au maître, qui finit par le faire, puisqu'il vit sur l'habitation. Mais c'était une langue comme cela. Et tout ça, c'est à Saint-Pierre que ça a eu lieu. Donc, on voit vraiment que Saint-Pierre a été le berceau de pas mal de choses. Déjà, c'est le berceau c'est le berceau de la Martinique, c'est le berceau de l'île. Le Nord Caraïbe, on est d'accord que c'est le berceau de l'île, c'est de Saint-Pierre que part l'île. Elle est construite en pierre, elle est une ville assez fabuleuse puisqu'elle dispose non seulement de constructions en pierre, comme je vous l'ai dit, mais d'édifices exceptionnels. Elle a une chambre de commerce tout de même. Oui. Elle a une cathédrale. Elle en a même deux. Elle a des marchés. Elle n'a pas un marché, elle a des marchés centraux. Elle a un marché central sur la place centrale, mais elle en a une au fort, vers la cathédrale du fort. Et ça, ce n'est pas rien. Bon, elle a un orphelinat. Elle a quand même un lycée. Elle a un lycée qui reçoit d'abord tous les nantis, puisque c'était l'avènement des mulâtres affranchis que naît l'école publique, qui ont tout fait pour que les frères de Ploërmel soient dessaisis de leur fonction d'éducateurs et laisser la place à tous les éducateurs qui pouvaient de le faire. Et ça on le doit quand même aux métis, enfin aux mulâtres, aux mulâtres qui sont issus toujours de la plantation. Alors, dans Saint-Pierre, tu nous présentes Saint-Pierre, mais surtout à l'époque, est-ce qu'on ressent les différences entre les quartiers de Saint-Pierre? Ah, mais bien sûr, bien sûr. D'abord, c'est quand même Saint-Pierre, c'est une ville qui est d'abord une ville où la classe régit, la couleur, excuse-moi, la couleur régit la ville. C'est-à-dire qu'il y a les blancs, puis les petits blancs, puis les affranchis mulâtres. Je ne te parle pas des mulâtres qui sont sur l'habitation, parce qu'il y a les affranchis mulâtres qui sont arrivés à être affranchis, à recevoir leur lettre d'affranchissement. Et puis il y a les nègres tout au bas, tout en bas. Et ceux-là, pour obtenir qu'ils soient considérés comme des êtres humains, comme des hommes, ils ont déjà à être éduqués, à être instruits. Ça, c'est une force. Et les éducateurs de Ploërmel, les prêtres, en ont éduqué quelques-uns en faisant, bien sûr, en
en n'omettant pas d'y mettre toute l'église, toute l'église y est passée, si vous voulez. Hein, tout le monde, on a d'abord parlé de l'église avant d'apprendre aux gens véritablement ce qu'était l'instruction, le savoir lire, le savoir écrire. Et savoir lire et savoir écrire était une chose exceptionnelle. Et là, le noir pouvait commencer un petit peu à s'ouvrir. Et quand tu parles des quartiers, il y avait à la fois, alors, il y a la bourse, Oui. qui appartient à la classe des nantis. Hein. Il y a les quartiers pauvres, la galère, elle porte bien son nom. Oui. Hein. C'est un quartier qui est très animé, et qui, lorsqu'il y a de la politique, c'est très 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 animé. Alors, dans la galère, il y a surtout les gens qui travaillent sur le port. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le port. Le port amène une économie, une distribution d'emplois assez exceptionnelle. Bon. Et puis, il y a, dans les quartiers adjacents, les maisons des bourgeois, qui consentent à loger leur personnel dans des petites cases, et dans ces maisons de bourgeois, il y a les domestiques de ces gens. Et puis il y a les grands quartiers comme le Font-Coré, qui est un quartier de riches. Et puis il y a aussi le Morne d'Orange, qui supplante un petit peu Saint-Pierre, qui est au-dessus de Saint-Pierre. C'est le Morne d'Orange, où il y a vraiment les riches de Saint-Pierre. D'accord. Dans ton ouvrage, Récit, Oui. Tu couvres quelle période? Alors, moi, j'ai commencé... J'ai d'abord défini un peu Saint-Pierre, parce que je te parle de 1635. Voilà. Oui. Voilà. Avec des Nambucks, oui. Voilà, jusqu'à 1902. Jusqu'à 1902, et d'ailleurs, je termine l'ouvrage par une deuxième nouvelle qui s'appelle Rose de la Roxelane. Et là, j'ai choisi deux personnages, les plus malheureux de la Terre, les plus malheureux de Saint-Pierre, toujours est-il. Une jeune femme qui, elle, est lavandière, et son compagnon qui travaille sur les docks de Saint-Pierre et qui n'a pas de travail parce que cette année 1902 a été terrible, a été tout à fait terrible, puisque on a commencé par des mauvais temps pas possibles dans le mois de janvier. Le carnaval, n'en parlons pas. Tout le monde les gens ont vécu le carnaval de 1902 comme si c'était la fin pour eux. Bon. Et puis il y a eu beaucoup de mauvais temps. Le port a été écrasé plusieurs fois par des raz-de-marée. Mmh. Oui. Donc ces deux protagonistes de Rose de la Roxelane sont deux personnes qui n'ont pas de travail. Bon, elle a du travail, mais elle est enceinte, et lui, il ne trouve pas de travail. Il ne trouve pas de travail parce que il descend des Mornes, parce qu'il ne peut pas travailler en tant que docker, parce qu'il n'y a pas de travail en tant que docker, et que ce qu'on peut lui offrir sur les habitations, c'est du travail d'esclave qu'il ne veut pas accepter. Oui. Qu'il ne veut pas accepter. Et c'est dans ce sens-là que c'est important. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut vraiment faire des recherches sur Saint-Pierre. Il faut vraiment ne pas la laisser pas ne pas la laisser pour compte, parce que je ne crois pas qu'on la laisse pour compte, mais je crois qu'on doit faire un vrai travail autour de cette ville c'est la ville d'histoire de la Martinique. Qu'on tente un petit peu que je la trouve un petit peu noyée dans ce que le tourisme offre. Ah, c'est un message. Oui, c'est un message. C'est un message parce que le Nord Caraïbe, c'est
c'est bien sûr le volcan de 1902, mais c'est aussi ces villes importantes, et puis c'est la route des Roms, la route des habitations. Parce que moi, je te parle du Nord Caraïbe, mais le Nord Atlantique, il y a des habitations qui sont très, très, très belles. Bien sûr. Et à Saint-Pierre, autour de Saint-Pierre, il y avait énormément d'habitations qui ont un peu disparu, mais je crois qu'il y en avait 35 autour de Saint-Pierre. Donc, aujourd'hui, il reste... Enfin, on a transformé l'habitation, le 1643, qu'on appelle maintenant le 1643, alors que c'est l'habitation La Touche. On l'a transformé aujourd'hui en un zoo, en un restaurant bizarre, en plein de choses. Mais il recouvre d'immenses connaissances, d'immenses choses qui appartiennent à Saint-Pierre et qui appartiennent à cette époque. C'est très, très important. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon, tu prônes le devoir de mémoire, mais pas seulement devoir de mémoire par rapport à la montagne Pelée, par rapport au volcan, mais par rapport vraiment à toute l'histoire, tout ce qu'a englobé Saint-Pierre? Mais bien sûr. Parce que c'est vrai que la montagne Pelée, elle est comme une reine au-dessus de Saint-Pierre. C'est vrai qu'elle est comme une reine au-dessus de Saint-Pierre, et c'est vrai que c'est elle qui a mis, comme dit Mona, qui a étranglé Saint-Pierre, mais qui a mis ses cendres sur Saint-Pierre. Mais elle aurait beaucoup moins d'intérêt si Saint-Pierre n'avait pas existé. Oh, c'est une façon de voir les choses. Je n'avais jamais vu les choses sous cette angle. Non, mais je veux dire par là que il est pas exact on ne peut pas. Ce qui m'attriste un petit peu, je vais le dire, parce que tu me parlais de messages. Ce qui m'attriste un petit peu, c'est que on traverse Saint-Pierre. On s'arrête sur ces petits bars, et puis j'ai jamais lu qu'un auteur très très connu disait que Saint-Pierre il y a rien, il y a du poisson à voir, du poisson rouge à voir. Ramener les pêcheurs ramènent leur pêche. Non, on peut pas parler comme ça de Saint-Pierre, c'est impossible. Parce que véritablement, et quand tu prends la route de Saint-Pierre, que tu montes vers le Morne Rouge, tu sens bien que tu quittes quelque chose d'important pour aller vers le Morne Rouge et pour aller vers l'Atlantique et le Nord Atlantique. C'est bien parce que cette ville, oui, c'est un devoir de mémoire que de s'occuper de la ville de Saint-Pierre. C'est un vrai devoir de mémoire. Et je veux dire quelque chose qui va beaucoup fâcher. C'est un devoir de mémoire, et il faut qu'il y ait des gens pour véritablement prendre en compte l'urgence de réhabiliter Saint-Pierre. Je n'ai pas dit d'en faire de ce qu'elle était, c'est pas ça que je dis, mais de la mettre au niveau où elle devrait être. Ça, c'est très important. Et j'étais très, très, très contente, moi, de la réhabilitation de Franck Perret, du musée Franck Perret, est une très grande chose. Mais on devrait aussi avoir un regard sur l'hôpital de la Charité, qui était un endroit absolument somptueux, qui se trouve, qui est un petit peu en exergue un petit peu de la ville, mais pas si tant, et qui est un endroit absolument somptueux, où sont décédés tous les gens qui étaient malades. Est-ce que l'on sait que dans cet hôpital, c'était l'hôpital colonial, on a commencé à regarder et à voir comment on pouvait traiter les gens qui étaient psychologiquement et psychanalytiquement qui étaient malades. Tous les fous, on avait commencé à les traiter avec l'eau de la montagne. Il y avait des bains que l'on faisait, on avait commencé à traiter les gens là. Et des gens de France, des grands médecins de France étaient venus pour commencer à mettre en place un traitement pour les malades mentaux. Au début de l'émission, il y a une chose que tu as dite qui me revient à l'esprit. Tu disais que effectivement, il y a
personne aujourd'hui qui a connu Saint-Pierre de 1902, puisque bon, nous sommes en 2023. Oui. Effectivement, j'ai eu une arrière-grand-mère qui est née en 1902 au Morne-Rouge. Oui. Elle avait de la famille justement à Oui. Saint-Pierre. Oui. Donc, suite à la Montagne-Pelée, la famille est descendue. Oui. Mais effectivement, on est en 2023 maintenant. Oui, je suis d'accord. Mais je suis tout. Mais est-ce que, justement, il n'y a pas eu... J'ose croire que ce travail de transmission Oui. a dû être fait par ceux de l'époque qui ont pu peut-être quitter Saint-Pierre à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Mais non. Encore, alors, je te répète, la ville était une ville de nantis. Les gens qui habitaient Saint-Pierre étaient des gens riches, étaient des gens qui avaient de l'argent. Ils sont tous partis, ils ont laissé leur banque, leur or, leur grande maison, leur grosse maison, parce que c'était une ville qui était faite comme ça. Les gens qui sont redescendus 20 ans plus tard, parce que la ville a été fermée pendant 20 ans. Elle n'était plus considérée sur la carte. Quand on regarde la carte de la géographie, il n'y a plus Saint-Pierre, qui sont descendus 20 ans, à part les brigands qui ont voulu prendre des choses et enlever un peu, si vous voulez, les morts et regarder ce qu'il y avait en dessous. Mais la ville était fermée, hein, à cause des maladies qu'elle pouvait provoquer, à cause de plein de choses. Hein, c'était terrible. Bon. Mais les gens qui sont revenus sur Saint-Pierre, et je le comprends, ça, je peux comprendre, c'est pas leur ville. Ils se sont installés sur un bout de terre qui ne leur appartient pas et personne ne leur demandera jamais quoi que ce soit. C'est pas leur terre. Ça ne leur appartient pas. Tous ceux qui étaient là sont décédés, sont partis. Et ceux qui habitent aujourd'hui, nous sommes en 2023 comme tu disais, bon, en 2025, en 2030, 2050, on va dire ça comme ça, ceux qui se sont attribués des bouts de terre, et ils ont eu raison, puisqu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne. Ces descendants-là, on dit que c'était à eux, c'est d'accord, mais c'est comme si j'allais chez toi et que je m'y installais. Peut-être que je m'y installe, mais les murs ne me reçoivent pas aussi facilement, puisque je ne suis pas chez moi. Non ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Je veux dire par là et je peux comprendre que les gens apportent peu d'intérêt à la ville. Enfin, je peux comprendre que de moins en moins, mais c'est dommage. Et c'est pour ça ce devoir de mémoire devrait exister. C'est dommage parce que moi, je veux pas croire que les choses n'arrivent jamais par hasard. Et je veux pas croire que la ville est venue là et puis elle a disparu. Bon, non, c'est pas ça. C'est un peu comme nos descendants, nos esclaves, les gens qui ont été esclaves et dont nous sommes issus. Je veux pas croire qu'ils vont disparaître et puis qu'on n'en parlera plus et puis on passe à autre chose, si vous voulez. C'est une chose que je trouve difficile à concevoir. Et cette ville. Oui, c'est vrai que les gens... Mais je crois que les dirigeants, les gens qui en ont le pouvoir, devraient avoir un regard un peu plus... un regard mémoriel, hein, pour se dire que les choses ne disparaissent pas comme cela. Ça me semble extrêmement important. Ça pourrait inspirer un numéro des Cahiers du patrimoine spécial. Mais ça... Alors moi, j'ai eu le bonheur de travailler avec Ina Césaire, qui est à l'origine des Cahiers du patrimoine, avec M. Suvélaure. Et je les ai vus travailler comme des fous. M. Suvélaure n'est plus là, Ina est encore là. Et je les ai vus beaucoup travailler sur les Cahiers du patrimoine. Et c'est dommage que ce Cahier du patrimoine n'ait pas pu se continuer dans ce sens et parler un petit peu des choses parce que moi, encore une fois, je ne veux pas croire que les choses s'arrêtent parce que le temps passe. Parce que sinon, on ne parlait pas encore de Clovis encore à l'école aux enfants. Bon, on ne parlait plus de Charlemagne alors qu'on en parle encore, même si on en parle moins souvent, mais on en parle encore. Donc, je crois véritablement
que notre île a le besoin d'avoir une mémoire, et que même si nous sommes une population et un peuple de la parole et pas des écrits, il est important, il est très 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 important. D'accord. Bon, en gros, il faudrait encourager la réunion, le rapprochement entre historiens, entre politiques, entre sociologues, entre artistes. Oui, oui. Et puis, pour cultiver vraiment cette mémoire, mais au sens large de Saint-Pierre. Tout à fait. Pas seulement l'éruption de la montagne Pelée, puis qui peut être un point de départ pour certains. Non, mais c'est un point de départ. Notamment, je pense aux scolaires. Les scolaires, il y a beaucoup d'écoliers martiniquais, qui ont découvert, qui ont été initiés à Saint-Pierre par ce biais. Et puis, par ce que tu proposes, d'aller plus loin, de voir aussi, il y avait une activité culturelle forte, une activité économique, d'un certain standing, d'un certain niveau. Oui, tout à fait. Ça, c'est très important. C'est très important. Quand on dit de Saint-Pierre, qu'elle était comme la Havane, ou au même point que la Havane, c'est dire à quel point la ville était importante et qu'il convient de ne pas l'oublier, c'est cela. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Madame Nelsie, de nous avoir fait voyager à cette époque de Saint-Pierre. J'espère que nos téléspectateurs pierrotins ont apprécié, mais martiniquais aussi, de façon générale. Bien sûr. Alors, je les convie à lire Récits des îles d'hier. C'est un ouvrage qui a été édité chez l'Harmattan. Et je les convie véritablement à en faire la lecture et se dire que rien ne peut être fini. Rien n'est fini. Les choses qui ont commencé doivent avoir quelque chose. Il doit y avoir quelque chose qui reste. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir fait l'honneur de nous suivre en ce mercredi après-midi. Et si, comme Madame Nelsie, vous souhaitez participer, soit partager un coup de cœur ou un livre que vous avez lu ou un livre que vous avez écrit, vous pouvez le faire en composant le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous ferons plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Merci à vous. Bon après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci aussi de m'avoir reçu.